So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. C'était beaucoup trop soft. Faut que tu sois un peu plus animé dans tes intros. Je sais pas, des fois, pour pas trop la fucker, il faut que je calme mon système nerveux. C'est comme, on est en mode découverte, mais on choisit la violence. Bienvenue à Découverte. C'est ça. Ici Charles Tisser. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un épisode similaire mais différent. On s'était fait donner une idée. Ouais, ça veut rien dire. Hein? Ça veut vraiment rien On dire. s'était fait donner une idée par un de mes clients. On le salue. On le salue. De poser des questions qu'on pourrait recevoir par n'importe qui. En fait, on va passer des questions genre de fitness, mythes de fitness, mais de les poser à ChatGPT, voir qu'est-ce que le AI est capable de nous dire par rapport au fitness actuellement, et après ça, de nous, de notre bord, ajuster, corriger le tir ou ajouter du contexte au besoin, confirmer, valider, whatever, juste pour voir on en est où avec le AI. Est-ce qu'on est capable de se débrouiller quand même pas mal, ou est-ce que finalement, on est vraiment dans le champ et on a encore beaucoup de chemin à faire? Va-t-on perdre nos jobs? Exact. Puis honnêtement, ça se peut. On a 10 questions aujourd'hui qu'on a posées, qu'on a regardé leurs réponses. Puis honnêtement, pour la grande majorité, c'est quand même relativement spot on. Là. Fait que on va peut-être corriger 2-3 trucs puis ajouter un petit peu de contexte, mais pour la plupart, on est vraiment dessus. Fait qu'on starte ça. Fait que la première des questions qu'on a posées, est-ce que la musculation rend automatiquement bulky, le fameux mythe de genre lifting weights will make you bulky? Fait qu'on a peur de ça. Fait que non, la réponse de ChatGPT, pas forcément. Faire de la musculation ne rend pas automatiquement massif, ça dépend de plusieurs facteurs comme la génétique, l'alimentation, le type d'entraînement et les objectifs personnels. Par exemple, si tu fais des séances avec des poids lourds et peu de répétitions, tu vas plutôt développer ta force et ta masse musculaire. En revanche, un entraînement avec des poids plus légers et plus de répétitions peut favoriser l'endurance musculaire sans forcément augmenter beaucoup le volume. L'alimentation joue un rôle clé pour prendre la masse. Il faut généralement consommer un surplus calorique, tandis qu'un régime plus léger peut aider à définir les muscles sans les faire grossir. Oui, donc les gens qui se demandent mais je sais pas trop, si je veux prendre la masse musculaire ou perdre du poids, c'est quel type d'entraînement que je devrais faire? La réponse est vraiment la même chose. Il n'y a pas d'entraînement prise de masse puis d'entraînement perte de gras. Il y a différents types d'entraînement que tu peux utiliser pour te rendre au même résultat. Il y a certaines méthodes d'entraînement qui vont être peut-être un petit peu plus optimales pour justement la prise de force, prise de masse versus la perte de gras. Mais ceci dit, il n'y a pas spécifiquement un type de musculation pour la prise de masse et pour la perte de gras. Tu fais de la muscu, point. Ouais, exact. C'est vraiment l'alimentation qui va venir changer la phase dans laquelle tu es présentement. Encore une fois, oui, il y a quelques techniques là, qui peuvent être comme Chat l'a mentionné, moins tu fais de volume, plus que tu vas travailler en force / hypertrophie, plus de volume, des fois c'est peut-être un petit peu plus d'endurance, c'est peut-être tu peux te rendre au même résultat, mais c'est peut-être sur papier moins un peu optimal que l'autre méthode, mais ceci étant dit, tu peux te rendre au même résultat pas mal avec les deux. C'est est-ce que tu manges assez pour bâtir de la masse musculaire ou est-ce qu'en ce moment tu es en déficit calorique pour favoriser plus une perte de gras? C'est vraiment plus ça qui va faire la différence que le type de musculation que tu fais. Ouais, exact. T'sais, on en a déjà parlé souvent. Là, je veux te dire, pour prendre du poids en général, il faudrait que tu sois en surplus calorique. Là, tant que tu n'es pas en surplus, si tu es en déficit calorique 100% du temps, tu ne devrais pas prendre de poids, tu devrais même en perdre. Et ça va être très difficile de bâtir de la masse musculaire en déficit calorique parce que tu manques de nutriments. À moins que tu sois vraiment débutant, tu peux en prendre un peu, ou que tu sois désentraîné, là, tu vas peut-être en reprendre un peu aussi, même si tu es en déficit et que tu consommes suffisamment de protéines. La protéine va quand même être importante. Mais tant que tu n'es pas en surplus calorique, tu ne deviendras pas bulky. Là. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle les bodybuilders de compétition font des entraînements de musculation très intensifs et finissent par devenir de plus en plus minces au fur et à mesure que leur prep avance parce qu'ils sont en déficit calorique puis ils font un fuck ton de cardio par-dessus ça. T'sais. Fait que c'est pas le fait de lever lourd ou le fait de faire certains types d'entraînements qui va soit te rendre bulky ou qui va te rendre ce qu'on appelle le toned ou découpé, tonifié, whatever. C'est pas ça du tout. C'est vraiment l'entraînement va être le facteur qui va déterminer si tu bâtis de la masse musculaire et ou de la force, mais c'est l'alimentation qui va donner le fuel à est-ce qu'on bâtit de la masse additionnelle ou est-ce que finalement on enlève, pas nécessairement de la masse musculaire, mais où est-ce qu'on diminue la masse graisseuse parce que finalement on est en déficit. T'sais. Puis tu sais, ce qui va faire un changement dans l'entraînement, c'est que c'est sûr que si tu es en gros déficit calorique, ça peut être plus difficile d'aller chercher des charges lourdes parce que tu as moins de fuel, justement. Donc,
c'est là que peut-être la phase d'entraînement va changer. C'est pas parce que nécessairement c'est mieux de faire du volume pour une cote, c'est plus parce que ton système nerveux et ton corps tout court sera peut-être pas capable de travailler beaucoup plus en force quand tu es en déficit calorique. T'sais, c'est plus difficile de faire des PR avec 1000 calories dans le corps dans ta journée que quand tu manges assez pour avoir l'énergie pour battre tes PR. Fait que c'est peut-être juste ça aussi qui va faire la différence entre OK, ben là, on va faire un petit peu plus de volume pour quand même aller chercher un certain stimuli d'hypertrophie versus ou juste maintenir la masse musculaire que tu as dépendamment de ton objectif là, versus faire des plus basses répétitions mais avec des plus lourdes charges. Fait que c'est plus une question de ben tu seras peut-être pas capable de le faire à cause que tu manques de jus que ben c'est parce que c'est plus optimal que l'autre, mettons. Non, c'est ça. Puis tu sais, la petite correction que j'apporterais à ça, c'est que ça va dire que des fois, mettons, faire des plus hautes répétitions avec un peu plus de volume, ça a tendance à travailler un peu plus l'endurance musculaire, mais pas nécessairement développer le volume, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On en a parlé probablement plusieurs fois, mais on sait aujourd'hui que tu fasses 5 répétitions super lourdes ou 20-30 répétitions plus légères, tant que la proximité à l'échec musculaire est la même, les résultats en termes de prise de masse sont sensiblement les mêmes aussi. Fait que tu pourrais faire du 12, 15, 20 répétitions et quand même prendre la même masse musculaire que quelqu'un qui fait du genre 6-8 répétitions aussi. Si la proximité à l'échec est la même, c'est juste que si tu as moins de fuel parce que tes calories sont plus basses, tu vas être en déficit. Mais peut-être que faire des workouts à super haut volume, ça va devenir tough aussi parce que ça te demande de plus en plus d'énergie. Fait que c'est pour ça que généralement, on a tendance à faire des workouts avec plus de volume quand tu es en surplus calorique parce que tu as plus de fuel pour être capable de performer dans ces workouts-là. Versus, on va avoir tendance à diminuer le volume un peu plus quand on est en déficit. Pas nécessairement parce que c'est tant moins bon pour maintenir sa masse musculaire, juste que tu as tellement plus de fuel que tu fais juste te brûler plus qu'autre chose, puis t'impactes probablement encore plus négativement ta récupération. Puis ça dépend de la capacité à chaque personne à s'approcher de l'échec musculaire aussi, parce que les gens qui ont justement des débutantes, là, mettons moi ma clientèle, pas un bon mind muscle connection, ils ressentent pas leurs muscles, ils savent pas qu'est-ce qu'ils forcent, puis ils ont de la misère aussi à s'entraîner comme du monde, là, dans le sens s'entraînent comme des guenilles, là, pas toutes, là, mais je leur dis quand ils s'entraînent comme des guenilles. Shout out à Alex Auger. Ouais. Mais à ce moment-là, des fois, plus de volume, ça va être plus facile parce que vous avez peur de prendre des charges plus lourdes aussi. Donc, c'est plus difficile d'aller chercher un résultat parce que vous allez moins atteindre l'échec parce que vous avez peur de prendre une charge plus lourde puis de faire moins de reps. Des fois, c'est la perception de l'effort aussi. Il y en a qui préfèrent justement ressentir la pompe, ressentir qu'ils ont eu chaud, qu'ils ont forcé beaucoup, ressentir le sentiment que ça brûle, ton muscle est en train de brûler, ça chauffe, ça fait mal. Fait que c'est vraiment plus ça qui va déterminer qu'est-ce qu'on va vous donner que sur papier en tant que tel. Là. C'est tout le temps du cas par cas. C'est à quoi que tu vas adhérer. C'est ça. Ouais, puis je vais en profiter. Je l'avais posé plus à la fin, mais tu parles de, tu sais, mettons, il y en a qui préfèrent avoir vraiment l'impression que, mettons, ils ont vraiment eu chaud, ils ont vraiment transpiré dans un workout. Ça, c'en est un qu'on entend souvent, là, comme, est-ce que le fait d'avoir plus chaud, de plus transpirer, c'est significatif que tu as eu un workout qui était plus efficace, que tu as eu un meilleur workout avec ça? C'est signe que tu as perdu plus d'eau. On l'a demandé à ChatGPT. Fait que ChatGPT nous répond: transpirer beaucoup pendant un entraînement n'est pas nécessairement un indicateur de son efficacité. Voici quelques points à considérer. Donc, l'adaptation individuelle. Certaines personnes transpirent davantage en raison de leur génétique, de leur condition physique ou de l'humidité ambiante. Ça ne signifie pas toujours qu'elles s'entraînent plus intensément. Le type d'exercice, les exercices cardio, surtout à haute intensité, tendent à provoquer plus de transpiration, mais ça dépend aussi de la chaleur et de l'humidité. Et la perte d'eau, justement, la transpiration est un mécanisme de régulation de la température corporelle. Donc, transpirer beaucoup peut simplement signifier que tu travailles dur pour maintenir la température sans que ça soit forcément lié à la quantité de calories brûlées ou à l'efficacité de l'entraînement. Fait que c'est exactement ça. Très complet comme réponse, chat. Bravo. Vraiment, pour vrai, good job. Fait que, tu sais, une affaire avec ça, c'est que moi, c'est surtout le dernier point où est-ce que ça dit que transpirer, c'est une façon de réguler sa température corporelle. Puis j'aime la nuance qui est faite où ça va dépendre du type d'exercice aussi. Exemple, tu fais un plan d'entraînement avec majoritairement des gros compounds, des squats, des deadlifts, des pull-ups, des affaires comme ça, des exercices qui viennent travailler avec beaucoup de chaînes musculaires, des grosses chaînes musculaires et tout en même temps. À un moment donné, c'est sûr que tu risques d'avoir beaucoup plus chaud. Fais quelqu'un qui est, surtout moindrement que tu es fort puis tu déplaces beaucoup de charges, ça te demande encore plus d'énergie. Quelqu'un là, qui fait un squat super lourd, demande-lui de faire une série de 10 reps de squat avec le plus lourd qui est capable. T'es torché à la fin de ton set. T'as chaud, ton cœur pompe parce que ça te demande beaucoup d'énergie versus quelqu'un qui va faire un leg extension puis qui est pas super fort. Mais il y a des grosses chances que tu arrives à la fin de ton set puis que
tu commences peut-être à avoir un petit peu plus chaud, mais tu ne transpireras pas nécessairement. Fait que la sélection d'exercices ou d'activités physiques en général va avoir un gros impact aussi. Ça ne veut pas dire que l'entraînement était moins efficace. Je fais un set de, mettons... Il est différent. Je fais un set de, mettons, 8 reps de leg extension. Ouais, je vais arriver à la fin, puis comme... Mes quads sont plus capables, mais overall, ma dépense énergétique puis la demande cardiovasculaire qui va être imposée avec ça est relativement minime. Versus, tu me demandes de faire un 8 RM de squat, puis je mets fucking lourd là-dessus. Je vais finir mon 8 reps, je vais avoir chaud, je vais être un peu plus essoufflé, puis ça sera vraiment pas la même game. Les deux vont avoir été aussi efficaces dans leurs objectifs respectifs. Mais le squat va être crissement plus exigeant, fait que je vais transpirer beaucoup plus. Fait que c'est pas une question qu'il y en a un qui était plus efficace que l'autre. C'est juste que il y en a un qui était physiquement beaucoup plus exigeant que l'autre aussi. Puis encore une fois, il y a une question de génétique. Il y a des gens qui suent vraiment rapidement, vraiment facilement, puis il y en a d'autres que c'est beaucoup plus difficile. Fait que moi. Ouais, fait que ça veut pas dire que tu t'es juste entraîné plus fort. Des fois, c'est juste ta génétique qui est faite comme ça. C'est sûr que tu as plus de chances de quand même suer un certain montant quand tu t'entraînes très fort. Mais de là à dire que c'est valide pour mesurer l'effort que tu as fait, pas vraiment. Non, exact. Ça veut juste dire que tu as perdu beaucoup d'eau. Tu sais, exemple, j'ai fait un workout cardio-box cette semaine, là, j'étais détrempée à la lavette. Là. Comme c'est cool parce que autant ça que le yoga chaud, que si tu vas dans un sauna, quand tu perds beaucoup d'eau, tu as l'air plus lean après parce que tu as évacué de l'eau. Mais ça revient après. Là. Mais oui, non, c'est ça. Tu t'hydrates après puis tu l'as repris. C'est fini, là. Comme si t'as pas perdu du gras. Là. C'est pour ça que ça me fait rire le monde qui pose tout le temps des questions comme « Ah, comment qu'on fait pour perdre notre rétention d'eau? » Ben déjà, comme bois plus d'eau, clean ta bouffe, dors plus, diminue ton stress. C'est tout. Ça. À un moment donné, comme il y a une certaine partie génétique aussi là-dedans où est-ce que tu vas retenir un peu plus, un peu moins d'eau. Il y a un facteur hormonal aussi là-dedans. Si t'es plus stressé, typiquement, tu vas retenir un peu plus d'eau aussi. Mais je veux dire, outre ça, t'auras beau aller dans un sauna ou faire un fuck ton d'activité physique pour transpirer ta rétention d'eau, tu vas recommencer à boire, à avoir de l'eau. Alors, tu passes ta vie dans ton sauna là, pour rester de même. C'est ça va revenir. Tu sais, je veux dire... It is what it is. Clean ta bouffe, diminue ton stress, puis c'est pas mal le maximum que tu peux faire. Bois plus d'eau. Dors. Oh mon Dieu, dors. C'est ça. Ensuite de ça, le spot reduction, essayer de perdre du gras de façon localisée. Ça existe-tu? On a demandé à Chat. Peut-on cibler une perte de gras? Exactement. Fait que Chat nous dit la perte de gras ciblée ou réduction locale est un mythe. Quand tu perds du poids, ton corps décide où il brûle des graisses en fonction de ta génétique et de divers facteurs hormonaux. Ça signifie que tu peux pas choisir une zone spécifique comme le ventre ou les cuisses pour perdre du gras. Cependant, tu peux renforcer certains muscles avec des exercices ciblés qui peut donner l'apparence d'une meilleure définition dans ces zones. Pour une perte de gras générale, il est préférable de combiner une alimentation équilibrée avec un programme d'entraînement qui inclut à la fois du cardio et de la musculation. Oui, puis ça, c'est quelque chose que... Parce que quand je fais je donne des formations sur les suppléments avec Marc, puis on a un produit avec Nova Pharma qui s'appelle le Estradia, qui auparavant, tu sais, je pense qu'on l'a enlevé du label, là, où on a modifié la manière dont c'était écrit, mais qui mentionnait que ça pouvait justement favoriser la perte de gras au niveau des cuisses principalement. Et la raison de tout ça, ce que j'aime expliquer, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas cibler une perte de gras. Par contre, il y a des processus dans ton corps qui font en sorte que tu vas accumuler du gras à certains endroits. Exemple, si tu as tendance à être plus stressé, le cortisol peut faire en sorte que tu vas accumuler un peu plus de gras au niveau de l'abdomen. Un dérèglement hormonal, si tu as de la difficulté si ton corps a de la difficulté à faire une bonne gestion de tes estrogènes, par exemple, ça se peut que tu accumules plus de gras au niveau des cuisses, ce qui est tout à fait normal, qui est une bonne chose pour les femmes. En fait, c'est normal et c'est sain d'avoir du gras au niveau des cuisses. C'est juste quand t'en as vraiment trop, justement, là, puis que ça vient avec justement de la cellulite et d'autres symptômes, SPM, des choses comme ça qu'on n'en veut pas. Mais c'est pas que tu peux cibler la perte de gras à cet endroit-là, c'est que lorsque tu règles le problème métabolique qui fait en sorte que l'adaptation de ton corps est d'accumuler du gras à cet endroit-là, ben le corps fait juste arrêter d'accumuler son gras à cet endroit-là et tu vas perdre le gras que tu vas perdre, mais tu vas le perdre partout. C'est juste que, étant donné que tu as réglé le processus d'accumulation de gras à cet endroit-là, tu n'en accumules plus autant que tu n'en accumulais. Donc, c'est ce qui donne l'effet un peu plus ciblé, entre guillemets. C'est juste dû à régler le problème à la base. C'est tout. Ouais, exact. Tu sais, encore une fois... Pareil pour le cortisol puis le gras d'abdomen. C'est quelqu'un que on voit souvent ça chez les hommes passés 40-50 ans. Ils sont tout maigres, ils sont tout petits, ils n'ont pas de masse musculaire, ben, ils ont une bédaine. Ouais. On est comme, ben, pourquoi? Ben, pour beaucoup d'autres raisons, mais aussi ça peut être dû à un niveau de cortisol qui est élevé. Oui, c'est ça, niveau de cortisol élevé. Souvent, niveau de cortisol élevé fait qu'il y a une baisse de testostérone aussi. Il y a encore une fois le facteur génétique, comme il y a un paquet d'affaires qui viennent rentrer en compte. Puis ça, c'est
c'est le bout plate, mais il faut que tu acceptes la génétique aussi avec laquelle tu as. Puis je veux dire, il y a des affaires sur lesquelles tu peux travailler. Tu sais, tu peux essayer de cleaner ta bouffe, tu peux essayer de diminuer ton stress le plus possible. Il y a des facteurs sur lesquels tu as le contrôle, il y a des facteurs sur lesquels tu l'as moins. Tu sais, travailler sur ton sommeil, faire de l'activité physique. Encore une fois, tu sais, c'était un bon point de, sans nécessairement faire une perte de gras ciblée, mais travailler la musculature à certains niveaux, ça peut aider au niveau cheater du look. la shape que tu as un peu. Tu sais, exemple, tu veux une shape en X, ben, tu sais, fais plus de dos, plus tes épaules pour vous donner une impression que tu es plus large puis que ta taille est plus fine. C'est ça, exact. Mais tu sais, à un moment donné, t'auras beau... L'affaire qui est la plus difficile, c'est surtout au niveau du ventre, parce que t'auras beau travailler tes abdos. Tant que tu as du gras par-dessus, tu les verras pas. Puis à la rigueur, si tu hypertrophies tes abdos, tu peux, ils vont quand même prendre du volume. Fait qu'à la limite, ça va peut-être te donner l'impression d'avoir une taille plus, en fait, moins fine, là, limite un petit peu plus bulky. Ceux qui ont déjà vu un photoshoot de Christian Thibodeau, lui, c'est une affaire qui dit explicitement, il dit, moi, je m'entraîne pas pour avoir une taille fine, je m'entraîne pour avoir l'air d'un bloc de ciment. Comme lui, il s'entraîne expressément pour que sa taille ait l'air de genre un frigidaire. Fait que, mais il fait beaucoup de core super heavy aussi, qui fait en sorte que il a l'air, lui, ben déjà, il le dit, j'ai une génétique qui fait en sorte que genre je peux être sur le 6-pack à l'année, même si j'ai un body fat qui est un peu plus élevé, on voit quand même mes abdos. Mais il n'y a pas une taille fine non plus, mais il est hypertrophie, ses abdos, il travaille fort pour ça aussi, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où tu auras un peu pas le choix de dealer avec la génétique avec laquelle tu as aussi. Fait que il y a certains groupes musculaires que tu peux travailler, tu sais, mettons, je sais pas, tu veux avoir une meilleure définition au niveau des bras, ben c'est sûr que si t'as pas de triceps, mettons, tu veux travailler ce qu'on appelle le fameux gras de babaille, ben... OK, ben on va faire un peu de triceps pour développer la musculature par-dessus, puis on va essayer de travailler pour diminuer le body fat qui va être par-dessus ton triceps. Mais autre ça, si tu veux perdre du gras, il va falloir que tu perdes du gras un peu partout. Moi, quand le dernier photoshoot que j'avais fait, c'était ça, c'est le ventre qui partait en dernier. Puis c'est comme, moi, il va falloir que je sois fucking lean pour qu'on voit mes abdos. Puis j'ai pas le choix, je suis comme ça. T'sais. Exact, autant qu'il peut y avoir eu des adaptations métaboliques négatives qui font en sorte, je pense à moi par exemple, c'est vraiment une théorie, il n'y a rien qui a été testé, mais une mauvaise gestion des glucides peut favoriser l'accumulation de gras dans le bas du dos principalement, là, les fameux muffin top. Moi, j'ai été nourrie au sandwich puis aux pâtes blanches toute mon enfance, fait que ça se peut que ma gestion de la glycémie puis des glucides, elle est plus ou moins bonne, surtout que je suis quelqu'un qui est très, très stressé de base depuis toujours. Fait que c'est ce genre de choses-là, c'est qu'en réglant le stress puis en réglant justement ta gestion de la glycémie, des choses comme ça, ben ça peut t'aider à perdre du gras à ces endroits-là, mais ça risque d'être quand même la dernière place quand même que tu vas en perdre, puis tu peux rien faire. Puis tu sais, tu mentionnais, exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de triceps, faire des triceps, l'esthétique de tes muscles, tu le choisis pas non plus. Il y a des gens qui vont avoir... tu sais, exemple, moi, j'ai des très longs quads. Fait que, tu sais, pour avoir un petit quad bulky, je pourrais jamais avoir ça. Là. Je veux dire, ça fait pas partie de ma génétique. Même si j'essaye de l'hypertrophie d'une certaine façon, tu vas toujours avoir... Tu sais, il y en a que... Ils ont des muscles qui sont vraiment prédominants, qui vont avoir plus de facilité à ce que tel muscle pop plus qu'un autre, mais c'est que génétiquement, la façon dont le muscle est, c'est comme ça qu'il va avoir l'air. Il y en a qui ont l'air un petit peu plus long, d'où pourquoi il y a des gens qui ont plus de facilité à avoir l'air vraiment plus bulky, musclé, puis d'autres qui vont développer des shapes un peu plus athlétiques. Fait que ça, tu peux rien faire vraiment contre ça, là, à moins de passer ta vie à essayer d'être contre nature puis de prendre un paquet de stéroïdes anabolisants pour te rendre à un certain résultat. Puis tu sais, you do you boubou, si c'est vraiment ça que tu veux atteindre, tu peux te battre contre ta génétique toute ta vie si ça te rend vraiment heureux. Mais je veux dire, selon moi... Ça risque de créer des frustrations plus qu'autre chose. Ben, c'est que tu vas passer ta vie à te battre contre toi-même puis à être jamais satisfait parce que tu n'atteindras jamais ce que tu étais. Tu sais, tu pourrais juste te concentrer à la place à atteindre la meilleure version de ce que tu es capable de faire puis faire autre chose de ta vie puis être plus heureux. Mais encore une fois, aucun jugement. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui comprend le body dysmorphia, c'est moi. Mais je pense, selon moi, que la solution à ça serait travailler le plus possible avec votre génétique. Exact. Et vous allez avoir de bien meilleurs résultats et beaucoup plus rapidement aussi. Ouais, c'est ça. Paul Carter a été sur un podcast récemment où est-ce qu'il disait exactement ça. Il parlait de, tu sais, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a ce qu'il appelle le genetic ceiling, un genre de plafond génétique de masse musculaire que tu es capable de développer, puis il est comme, ben oui, évidemment. C'est pour ça que le monde embarque ses produits, parce qu'il veut essayer de dépasser cette espèce de plafond génétique-là. Je veux dire, si on n'avait pas de plafond génétique, tout le monde serait les humains les plus gros au monde sans prendre quoi que ce soit. Exact. Mais il dit, on a tous aussi génétiquement certains groupes musculaires sur lesquels on est capable de travailler un peu plus que d'autres, qui vont se développer un peu plus facilement que d'autres. Puis il est comme, tu sais, si ça fait une couple d'années que tu t'entraînes sérieusement,
puis que tu as encore des lacunes en termes de certains groupes musculaires, je t'annonce que c'est génétiquement les lacunes que tu vas avoir pour le reste de ta vie. Là. Tu peux essayer de mettre une emphase un peu plus là-dessus, mais ça reste que génétiquement, ils vont vraiment moins répondre que d'autres. Fait que tu as le choix, tu sais, soit tu t'entêtes puis tu essayes de bûcher vraiment fortement pour ces groupes spécifiques-là, puis ça risque de te créer des frustrations plus qu'autre chose parce que génétiquement, tu grossis pas de là facilement, puis tu vas juste mettre plus d'efforts dans quelque chose qui te donne un retour qui est vraiment minime. Ou ben, écoute, tu l'acceptes, puis it is what it is. Là, ça va être ça ta shape, puis... Oui, puis tu sais, comme je viens de mentionner, c'est you do you boubou, là. Je veux dire, c'est comme si t'appliques ça ailleurs. Tu sais, exemple, t'es super bon en dessin, mais t'es vraiment poche pour jouer de la guitare, mais t'es comme moi, je veux vraiment jouer de la guitare dans la vie. Ben, tu peux vraiment bûcher toute ta vie pour essayer de devenir meilleur, mais tu seras jamais aussi bon que la personne qui a un talent naturel pour jouer de la guitare. Advenant que cette personne-là le pratique. Oui, non, mais tu comprends. Fait que, tu sais, tandis que si tu focusais vraiment plus sur ce que t'es bon, le dessin, si t'as un minimum d'intérêt pour ça, ben probablement que tu deviendrais aussi big que l'autre personne qui joue de la guitare, mais en dessin. Mais encore une fois, ça dépend de tes objectifs, parce qu'il y en a, si c'est vraiment, vraiment ça que tu veux, puis c'est vraiment, vraiment ça qui va te rendre heureux, je t'invite à travailler fort pour. Mais comme, encore une fois, c'est quand même plus facile dans la vie peut-être qu'il y aurait un moyen de trouver quelque chose entre les deux. T'sais, je sais pas, tu veux être big, mais tu veux aussi être quand même athlétique, CrossFit. Tu peux développer une super belle shape avec ça. Fait que peut-être de trouver un genre d'entre-deux. Le fameux hybrid athlete que tout le monde parle en ce moment. Ouais, mais tu sais, peut-être de trouver juste quelque chose entre les deux que tu es plus aligné avec ça. Puis tu fais, OK, tu sais, ça me parle vraiment. Puis encore une fois, permettez-vous de changer d'identité. Ça se peut que ce que tu voulais à 20 ans comme shape, c'est pas ça que tu veux à 30 ans, puis c'est pas ça que tu vas vouloir à 40 ans, puis etc., etc. Tu sais, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de rester aligné avec ta génétique, parce que je veux dire, ta vision va changer. Tu sais, ce que tu veux à 20, tu le veux pas nécessairement à 25, tu le veux pas nécessairement à 50. Fait qu'à un moment donné, permettez-vous juste un moment donné, OK, pour l'instant, je veux vraiment bûcher là-dessus. C'est pour ça que je dis que j'ai pas de jugement. Tu sais, si tu veux vraiment bûcher là-dessus, là, peut-être que c'est un investissement qui va faire que mais plus tard, tu vas quand même avoir une shape que t'aimes parce que justement, tu as mis l'emphase là-dessus pendant que c'était, entre guillemets, plus facile pour ton corps de développer de la masse là. Fait que, tu sais, tout est une question de perception, mais généralement, c'est quand même plus efficace quand tu vas avec le courant et pas contre le courant. C'est drôle que tu dis ça, ça me rappelle juste mon père, quand il restait encore chez ses parents, ça fait longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps, mais mon père et mon parrain, qui est son frère de 3 ans plus jeune, les deux étaient vraiment investis dans le drum. C'est deux drummers qui, comme toute leur vie, ont juste voulu jouer du drum, puis dans ce temps-là, ils étaient très forts là-dessus. Puis leur voisin, qui était pas mal du même âge qu'eux autres, les a toujours enviés parce que mon père et mon parrain avaient naturellement un talent pour apprendre à jouer du drum. Ils apprenaient à jouer du drum vraiment facilement. Sauf que eux, ils étaient plus paresseux, dans le sens qu'ils apprenaient à jouer du drum facilement, mais ils le pratiquaient jamais nécessairement comme ils s'assoyaient sur leur laurier. Ils s'assoyaient sur leur drum, ils commençaient à jouer des tunes parce qu'ils aimaient ça jouer des tunes, puis ils pratiquaient les tunes qu'ils avaient envie de jouer, mais ils n'ont jamais nécessairement mis le temps de ils n'ont pas exploité ce talent-là à son maximum. Puis lui, il était à côté, puis il bûchait sa vie parce qu'il voulait juste essayer de les suivre, puis essayer d'être pas pire, puis sauf que lui, aujourd'hui, il a tellement bûché qu'aujourd'hui, il est rendu vraiment meilleur qu'eux. Fait que tu sais, c'est possible de tu sais, il sera jamais le meilleur drummer au monde parce qu'il a pas le talent pour. Exact. Mais t'es quand même capable d'atteindre quelque chose de vraiment bien si tu te donnes acharnement pour ça aussi. Tu sais, lui, il a bûché. Puis là, je me souviens, la première fois que je l'ai vu jouer, parce qu'à un moment donné, ils nous avaient invités chez eux, ils nous montaient son kit, tout. Puis la première fois que je l'ai vu jouer, j'étais genre, OK, le gars, il est solide, là. Comme, il s'est joué en esti, là. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais juste entendu les histoires de comme, il était pas aussi bon, il avait pas de talent, puis whatever. Là, j'ai vu ça, puis j'étais comme, OK, tu peux faire de quoi qu'il y a de l'allure, là, même quand t'as pas de talent, si tu bûches, là. Ouais. C'est juste qu'il faut que tu t'investisses beaucoup là-dedans, mais c'est toujours de calculer le risque versus le bénéfice. Exact. La seule chose, c'est que, tu sais, avec mon exemple, le seul bémol, c'est que quand c'est pour développer un certain talent, c'est différent que quand c'est pour travailler ta shape, là où les gens sont souvent frustrés avec le body dysmorphia. Parce que ta shape versus un talent que tu peux développer, c'est un peu différent, tu sais. C'est que tu peux, encore une fois, te rendre à quelque chose, mais vu que c'est directement reflété sur ce que tu as de l'air, c'est plus confrontant, je pense aussi. Fait que c'est juste ça, le petit bémol de comme, oui, tu vas te rendre à quelque chose, mais c'est que même les gens qui ont le potentiel génétique de se rendre à quelque chose développent du body dysmorphia, puis ils sont jamais satisfaits de ça. Tu sais, je pense que n'importe qui veut se rendre haut dans quelque chose est jamais
totalement satisfait de où est-ce qu'il est, puis qui cherche toujours à s'améliorer. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est plus facile si tu travailles avec ta génétique. Mais si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu as quand même moyen de moyenner, mais fais-le de façon saine pour toi. Exact. Ensuite de ça, est-ce que l'entraînement peut transformer le muscle en gras? C'est une affaire qu'on entend souvent, là, comme quand tu vas commencer à t'entraîner, on va transformer le gras en muscle. Je veux transformer mon gras en muscle. Je disais le muscle en gras, je veux transformer le gras en muscle, exactement. Fait que, est-ce que c'est possible? Donc, chat nous dit... Non, l'entraînement ne transforme pas directement le gras en muscle, ce sont deux tissus distincts. Lorsque tu fais de l'exercice, tu peux prendre du gras et gagner du muscle, mais ce sont des processus séparés. En gros, lorsque tu crées un déficit calorique, par exemple en faisant du cardio et ou en réduisant ton apport alimentaire, tu perds du gras. En parallèle, si tu fais de la musculation, tu peux développer ta masse musculaire. Donc, tu peux avoir une composition corporelle plus musclée et moins grasse, mais c'est pas une transformation d'un tissu à un autre. Voilà, c'est exactement ça. Tout a été dit. C'est exactement ça. Ça me fait rire, c'est juste parce que les gens voient le monde, mettons, avec un peu plus de body fat, un peu moins de masse musculaire, on les revoit une couple de mois ou d'années plus tard, puis là, comme soudainement, ils ont plus de muscles, ils ont moins de gras, puis là, t'es comme, waouh, t'as transformé ton gras en muscle. Non, j'ai perdu du gras, puis j'ai bâti du muscle. C'est ça, c'est deux processus complètement distincts. Deux processus différents, c'est ça. Puis c'est drôle parce que je me souviens, dans le temps que je travaillais au Saint-Hubert, là, ça fait vraiment longtemps, là, j'avais genre 17-18 ans, il y avait un gars avec qui j'allais au secondaire qui travaillait avec moi, qui lui avait commencé à s'entraîner vraiment plus sérieusement. Puis à un moment donné, je me souviens, on était dans la salle des employés à la fin d'un shift, puis il est arrivé avec 2 repas de Saint-Hubert, comme les 2 pour lui à manger là, on the spot. T'sais. Là, on était 3-4 dans la salle à le regarder et à faire comme, dude, qu'est-ce que tu fais? C'est de la bouffe en tabarnak ce que t'es en train de faire là. Il était comme, ouais, mais tu sais, c'est parce que je m'entraîne, là, fait que plus de calories, ça veut dire que je vais transformer mon grand muscle. Puis là, on était comme, je pense pas que c'est de même ça fonctionne, mais ok. T'sais, on s'entend dans ce temps-là, j'étais pas coach, puis je m'entraînais vraiment pas autant que je m'entraîne aujourd'hui, fait que je pouvais pas le corriger là-dessus, là, mais c'est ça, c'est pas parce que... Aujourd'hui! T'es pas prête! Mais non, c'est ça, fait que c'est pas parce que tu t'entraînes, mettons même les hard gainers, là, c'est pas parce que t'es un hard gainer que tu peux manger 8000 calories de scrap, puis ça va automatiquement tout se transformer en muscle, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a un plafond naturel que tu peux... augmenter ta synthèse de protéines naturellement, même si ton objectif c'est de bâtir de la masse musculaire, si t'es naturel. Fait que tu sais, même si tu manges un fuck ton de calories, ils auront beau être dirty ou clean, comme tu bâtiras pas plus rapidement de la masse musculaire passé à un certain stade. Oui, puis comme tu viens de le mentionner, il faut que ta synthèse ta protéine, il faut que t'en manges des protéines. Oui, mais... Si tu manges rien que de la merde, ça t'aide pas, là. C'est ça, exact. C'est pas les calories qui font que tu bâtis de la masse musculaire, là. Non, c'est ça. C'est les macros et les micronutriments que tu ingères. Exact. Puis c'est pas en étant en déficit calorique, en mangeant ultra protéines, que automatiquement, ben, vu que t'as full protéines, tu vas bâtir un fuck ton de muscle, mais vu que t'es en déficit, tu vas perdre du gras en même temps. Si c'était le cas, tout le monde ferait ça, puis tout le monde voudrait être shred, puis musclé à l'année. Fait que voilà, mais on dirait que je l'avais oublié, cette mythe-là, mais... C'est vrai, hein? Ouais. Ensuite de ça, est-ce que être courbaturé après un entraînement, c'est automatiquement un signe d'un entraînement efficace? Ça aussi, c'en est un que j'entends souvent. Ah, je suis jamais courbaturé, ça veut-tu dire que... je suis vraiment raqué, j'ai eu un gros workout. Je suis fucking raqué, ça veut dire que j'ai eu un gros workout. Ben, probablement, ça veut pas dire qu'il était efficace. Ou ça veut dire que tu récupères fucking mal. Fait que chat nous dit, donc non, c'est pas nécessairement un signe d'un bon entraînement. Les courbatures ou douleurs musculaires, qu'on appelle les DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, peuvent être un signe que tes muscles ont été sollicités différemment, mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'entraînement a été forcément plus efficace. Les courbatures peuvent survenir après un exercice intense, un nouvel entraînement ou un changement dans ta routine. Cependant, l'efficacité d'un entraînement se mesure aussi à d'autres critères comme la progression dans les performances, l'augmentation de la force, l'endurance et l'atteinte de tes objectifs spécifiques. Il est possible d'avoir un bon entraînement sans ressentir de courbatures. Exact. Je pense que je préfère mesurer les progrès de mes entraînements par est-ce que j'ai fait un meilleur workout que le dernier que j'ai fait avec les mêmes exercices que je suis plus raqué, tu sais, ça veut rien dire. Je veux dire, je peux avoir fait le même workout. De un, si je viens de changer de workout, c'est sûr que je vais être fucking raqué. C'est pas parce que je l'ai vraiment bien fait puis je l'ai... Juste parce que t'as fait quelque chose de différent. Exactement. Deuxièmement, peut-être que j'ai moins bien dormi la veille ou cette semaine-là. Peut-être que je suis plus stressée. Peut-être que whatever. Peut-être que je suis dans ma semaine. Fait que le workout en tant que tel a peut-être été moins bon, mais je suis plus raquée parce que j'ai plus de difficultés à récupérer cette semaine-là que la semaine que ça allait bien. Fait que tu sais, si tes charges diminuent ou sont égales ou que tu vois pas vraiment de progression, que tu fais pas de reps de plus, que tu es pas capable de pousser plus, que tu sens que tu as moins d'énergie,
Mais si t'es fucking raqué après cet entraînement-là, je te confirme que c'est pas parce que t'as progressé, c'est parce que t'as eu de la misère à en récupérer, parce que c'est probablement plus adapté à ce que t'as de besoin en ce moment, ou c'est juste t'as moins bien dormi cette nuit-là, peu importe, tu le continues. Mais c'est vrai, tu sais, c'est pas un gage de j'ai réussi, c'est tous les autres paramètres qu'on vient de nommer qui sont plus des gages de c'est un workout efficace ou pas. Oui, non, exact. Tu sais, j'en avais déjà parlé, mais le workout que j'avais fait avec une de mes anciennes clientes de 25 séries de 25 répétitions de jambes, là, comme 625 répétitions de jambes dans le même workout, j'ai été raqué en tabarnak, j'ai été raqué longtemps. Mais c'est que tu crées beaucoup de dommages. Tu sais, le type d'entraînement que tu vas faire aussi, là, si tu fais que des entraînements musculation en partie étirée. Ben, le pire, c'est que là-dedans, tu sais, on a commencé avec un 5x25 de squat. Fait que déjà en partant, c'est beaucoup de volume sur des positions étirées. Fait que ça fait beaucoup de dommages musculaires. Mais tu sais, le reste, c'était hip thrust, leg extension, leg curl, puis des mollets assis. Fait que c'est pas l'affaire qui va courbaturer nécessairement le plus. Non, mais même si tu les avais pas faites. Même si tu les avais pas faites, juste tes sets de squat, je pense que t'aurais été pété en deux pareil. Probablement, mais le fait d'avoir acheté, mettons, le 5x25 de squat, c'est 125 répétitions. J'en ai un autre 500 à faire après. Fait que ça a beau pas nécessairement être dans des positions étirées, ce qui favorise habituellement les courbatures. Ça a beau pas être dans des positions étirées, je fais tellement de volume qu'à un moment donné, c'est sûr que je vais finir par être raqué pareil. Fait que oui, j'ai été courbaturé en esti, mais ça veut pas dire que c'était un entraînement intelligent, le mec. C'était un entraînement que je faisais pertinemment en sachant que ça allait être un workout cave, c'était juste pour le fun de le faire. Mais je peux pas dire que c'est un entraînement efficace. Mais tu sais, aujourd'hui, je m'entraîne. Si je suis raqué une journée, habituellement, c'est bon, puis c'est vraiment pas à tous les entraînements, là. Ça va m'arriver encore de temps en temps après certains exercices plus spécifiques ou certains groupes musculaires. Tu sais, mettons, mon hack squat que je fais au gym à côté de chez nous, je sais pas qu'est-ce qui se passe dernièrement, mais je le monte de 10 livres à chaque semaine. Fait que comme ça va bien en ce moment pour exactement le même nombre de reps, fait que je progresse bien. Mais tu vois, comme ça, c'est mon indicateur que je progresse. À chaque semaine, je fais 10 livres de plus avec exactement le même nombre de reps. Ma progression, elle est là. Mais fait que lui, vu que c'est un exercice qui travaille dans une position plus étirée, c'est un exercice que je pousse fort parce que je me rends à l'échec dessus. Lui, je suis souvent un peu courbaturé le lendemain, mais ça dure 24 heures. Mais tu sais, mes autres exercices, sinon, tu sais, mes workouts de dos, je suis jamais courbaturé. Mes workouts de triceps, je suis jamais courbaturé. Bon, là, je suis blessé au triceps en ce moment, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, comme, je suis rarement courbaturé, puis plus tu vas gagner en expérience, moins tu vas être courbaturé, à moins que, justement, tu changes tes exercices fréquemment, parce que là, ben, ton corps est juste pas habitué, mais... Si t'arrêtes, tu recommences, c'est sûr que tu vas être ultra raqué pendant vraiment longtemps à chaque fois. Là. Exact. Mais tu sais, si tu veux progresser de la façon la plus rapide possible, tu vas vouloir garder les mêmes exercices dans ta rotation pendant plusieurs semaines parce que c'est de même que tu vas voir une progression, justement, une surcharge. Fait qu'à un moment donné, t'es plus raqué. Là, à un moment donné, t'es tellement rendu habitué de faire les mêmes exercices que même si t'es capable d'aller chercher une progression, t'es pas nécessairement courbaturé. Fait que non, les courbatures, c'est pas nécessairement c'est pas un gage un indicateur d'un bon workout. Ceci dit, à moins d'être vraiment, vraiment expérimenté, si t'es jamais courbaturé, je ferais aussi l'argument que tu t'entraînes pas assez fort. Exact, ça se peut aussi que tu pousses pas assez. Exact. Ensuite de ça, est-ce qu'on devrait s'étirer avant ou après un entraînement? C'en est un qui perdure encore, celui-là aussi. Étirez-vous pas, ça sert à rien. Arrêtez de vous stretch. Vraiment. Il est généralement recommandé de s'étirer après l'entraînement. Voici pourquoi, selon le chat. Donc, échauffement après l'entraînement. Avant l'entraînement, pardon. Il est préférable de faire un échauffement dynamique comme des mouvements légers qui préparent tes muscles et articulations à l'effort plutôt que des étirements statiques. Ça augmente la circulation sanguine et la température musculaire. La récupération après l'entraînement, des étirements statiques peuvent aider à améliorer la flexibilité et à réduire la tension musculaire, favorisant ainsi la récupération. Ça, c'est le bout où je suis moins d'accord. Je suis d'accord avec le côté warm-up, comme fait des affaires un petit peu plus dynamiques. Puis honnêtement, des affaires dynamiques, ça peut littéralement être, je m'en vais faire mon premier exercice, puis je fais moins lourd, puis graduellement, je monte les charges. Moi, c'est vraiment ça que je donne normalement comme échauffement, là, à moins que mes clientes veulent vraiment faire un échauffement. Mais sinon, je suis juste comme, fais ta première série, pas trop lourd, fais plus de reps, puis voilà, ton échauffement, il est fait. Fais ça sur chacune de tes séries, puis merci, bonsoir, t'es échauffé. Ouais, c'est exactement ça. Puis tu vois, moi, ça, c'est une affaire que je fais pour mes propres workouts. Je fais les workouts à Vince en ce moment, puis je donne la même affaire. T'sais, mettons, Vince, quand je fais ses workouts, je lui donne juste ses top sets, puis je dis warm-up selon ce que tu as besoin. Fait que, mettons, il y a 2 séries par exercice, puis je dis warm-up selon ce que tu as besoin. Fait que, mettons, il commence un premier exercice au bench, mettons, ben, surtout que Vince est fort, il va probablement faire 2, peut-être 3 séries avant d'embarquer dans ses hard sets. Mais tu sais, s'il arrive à la fin de son workout, il est déjà pas mal réchauffé. Peut-être que son exercice de tricep push-down, il va embarquer direct dans son hard set. Il a peut-être plus besoin de se réchauffer rendu là. Il est pas mal déjà là, surtout si tu sais quelle charge que tu vas aller chercher.
t'as pas besoin d'être réchauffé. T'es déjà vraiment réchauffé. T'as 4-5 exercices dans le corps. Là. Fait que, tu sais, tes warm-up devraient être spécifiques à ce que tu t'en vas faire. J'avais une cliente à un moment donné, je pense que j'en avais déjà parlé, mais elle avait genre une demi-heure de warm-up à faire avant avant son entraînement. Elle avait genre 10 exercices de mobilisation puis d'activation. Je suis comme tout, c'est beaucoup trop long ton affaire. Là. À moins que tu sois dans un programme de rehab. Là. Ouais, c'est ça. Là, la rehab ou de la prehab en fonction d'une blessure, là, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, spécifiquement, juste, je veux faire un workout de force ou de prise de masse musculaire. Fais ton premier exercice, warm-up sur cet exercice-là spécifiquement, puis comme après ça, t'es correct. C'est le bout t'étirer après. Je suis d'accord avec le fait que ça peut aider à diminuer les raideurs puis améliorer un peu la flexibilité. Ça, je veux dire, ça, c'est vrai. Mais il me semble que ça avait été debunk, ça, que c'est pas vrai que le stretching, ça au contraire, tu crées genre, encore plus de dommages musculaires parce que tu t'étires après ton entraînement, donc tu vas récupérer encore moins vite. C'est ça, j'allais dire. Fait que ça peut aider pour flexibilité musculaire. Mobilité. Ça, c'est vrai. Mais flexibilité, mobilité, c'est sûr que ça peut aider. Ça, c'est vrai. Mais oui, ça peut au contraire, impacter négativement ta récupération parce que justement, un stretch, surtout un stretch que tu fais entre guillemets sous tension, là, genre, c'est censé être inconfortable le stretch que tu fais. Ben fais, mettons, un Romanian deadlift, c'est un stretch sous tension. Là. Genre, ou tu sais, mettons, ça peut être un stretch un peu plus passif, mettons, de tout simplement, tu sais, t'es couché sur le dos, tu prends un élastique à ton pied, tu le tires vers le haut, tu stretches ton ischio à côté. Oui, là. mais c'est pour faire le lien que, genre, si un Romanian deadlift, c'est un exercice en partie étirée qui crée de la tension et qui crée du dommage musculaire, pourquoi est-ce que l'équivalent version stretch ne créerait pas aussi du dommage musculaire? Exact, parce que l'affaire, c'est qu'on a de plus en plus d'études maintenant qui regardent... C'est pourquoi il y en a un qui t'aide à récupérer, mais l'autre, il crée du dommage puis il traque. Ça fait pas de sens. Non, c'est ça fait absolument aucun sens. Puis justement, on a de plus en plus d'études maintenant qui regardent vraiment, mettons, un strength training, là, fait qu'un entraînement de musculation, versus juste des séances d'étirement, vraiment comme inconfortable, pas juste comme je me tire pour le fun de m'étirer. Puis on se rend compte que pour certains groupes musculaires, on est capable d'aller chercher sensiblement les mêmes gains juste avec le stretch versus un entraînement. C'est beaucoup plus long, par exemple, pour appliquer une tension qui va être similaire. Ceci dit... Ben, parce que c'est rare, tu prends 30 secondes de pause en bas pour t'étirer comme du monde sur ton hack squat. Exact. Fait que, tu sais, on est capable d'aller chercher des gains qui sont similaires, mais ça veut dire que si tu vas chercher des gains similaires, tu appliques autant de tension et donc tu as sensiblement le même dommage musculaire aussi. Fait que si tu étires un muscle sous tension après un entraînement, tu vas pas accélérer ta récupération. Au contraire, tu vas la ralentir parce que tu crées plus de dommages, plus d'inflammation. Puis c'est une plus grande partie de la synthèse de protéines qui va être élevée suite à ton entraînement, qui va devoir être utilisée pour réparer le dommage musculaire additionnel que tu viens de créer au lieu de bâtir du tissu additionnel. Exact. Fait que pour la mobilité, oui, aucun problème. Mais si vous pensez que ça vous aide... Je pense que c'est ma meilleure amie qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, en plus... je me suis étirée après mon entraînement. Je comprends pas pourquoi je suis autant raquée. Je suis comme, parce que tu t'es étirée après ton entraînement. Et comme, ouais. Je suis comme, ouais, vraiment. Mais on dirait que c'est logique quand tu le dis de même, mais les gens, ils pensent pas. Là, mais je l'ai pensé pendant des années. Là, non, mais c'est ça. Mais mettons ton affaire de tu fais du Romanian deadlift en position étirée, ça va te créer des courbatures, mais tu fais le même stretch couché à terre avec un élastique, ça va accélérer ta récupération. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Le mouvement, il est le même. Exact. C'est comme, je comprends pas que pendant des années, on n'a pas fait cette logique-là dans nos têtes, puis on inclut moi, là. Ouais, puis moi aussi, je l'ai cru là, à un certain moment. Là. Fait que, ouais. Cool. Ensuite de ça, est-ce que manger santé coûte plus cher? C'en est un qu'on entend souvent, ça. Fait que chat nous dit, manger santé peut parfois sembler plus cher, mais c'est pas toujours le cas. Voici quelques points à considérer. Donc, les produits frais, les fruits et les légumes, les protéines maigres peuvent être plus coûteuses que les aliments transformés. Cependant, acheter des produits de saison ou en vrac peut réduire les coûts. Ensuite de ça, les aliments transformés. Les aliments ultra transformés sont les plats préparés, dont les plats préparés peuvent paraître moins chers à l'achat, mais ne sont pas toujours la meilleure option pour la santé à long terme. Planification des repas. Bien planifier tes repas peut aider à minimiser le gaspillage alimentaire et à économiser de l'argent. Préparation maison. Cuisiner chez soi et avec des ingrédients bruts est souvent plus économique que d'acheter tes plats préparés. En fin de compte, il est possible de manger sainement sans exploser son budget. C'est vraiment écrit « sans exploser son budget ». En faisant des choix. On se croirait avec Jérémy. Oui, c'est ça, vraiment. Fait que c'est quand même des bons points, je trouve. Tu sais, oui, c'est sûr que si t'achètes tout bio puis si tu magasines chez Avril, ça se peut que ça te coûte cher. Ça te coûte un peu plus cher, produits bio puis produits locaux puis ces affaires-là, c'est sûr que ça se peut que ça te coûte un peu plus cher, mais en même temps, on repartira pas dans le débat de bio versus non bio, mais il y a façon d'acheter des produits qui sont plus naturels
sans nécessairement que ça te coûte plus cher. Tu sais, mettons, au lieu d'acheter tes fruits frais, tu peux acheter des bulks de congelés, puis ça va te coûter moins cher. Non, ils n'auront pas la même saveur. Tu sais, moi, je préfère les acheter frais parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus goûteux que quand je les achète congelés. Ceci dit, je les ai achetés congelés longtemps parce que ça fitait plus dans mon budget à ce moment-là. Ça dépend, tu fais quoi avec. Tu sais, mettons, c'est pour en ajouter dans ton smoothie le matin, on va dire. Rendu là, tu t'en fous. On s'entorche un peu. Hein. C'est ça, mais tu sais, mettons, je veux les mettre dans mon gruau, je vais les prendre plus comme ça. Je préfère les avoir un peu plus frais. Mais c'est ça, puis encore une fois, il y a le côté... C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix niveau budgétaire, mais il faut que tu fasses des choix au niveau de ta santé aussi. C'est parce que moi, le problème que j'ai avec les gens qui disent que ça coûte cher de manger santé, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont aller dépenser soit souvent beaucoup au resto ou pour de l'alcool ou pour des bonbons ou des affaires que... À un moment donné, puis encore une fois, vous faites vos propres choix, you do you boubou, c'est très correct, c'est pas pour juger ces choix-là. Mais tant que tu t'en plains pas. Tu ne peux pas chialer que ça coûte cher de manger santé si tu te permets des choses qui ne sont pas santé. Parce que ce budget-là que tu prends pour des choses qui ne sont pas alignées avec tes objectifs de santé, ben c'est effectivement un budget que tu pourrais mettre sur des choses qui sont santé. Tu sais, je veux dire, si ta sortie au restaurant est plus importante que de manger du poulet au lieu de manger des Michelinos ou de la pizza 4 fois semaine, c'est ton choix, c'est super correct. Tu as le droit, c'est très valide. Je ne vais pas juger ça, mais tu ne peux pas chialer après. Parce que tu as l'option de manger plus santé. Puis tu sais, là, je sais qu'il y a des gens pour les familles, blablabla, mais je veux dire, il y a tout le temps moyen de moyenner quand tu veux vraiment atteindre un objectif. Puis je veux dire, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Là. La bouffe qui est pas bonne pour toi est pas plus bonne pour tes enfants. Là. Fait qu'à un moment donné, je comprends qu'on a tout un budget à respecter, mais je pense qu'on se distrait tellement avec nos téléphones, les réseaux sociaux, la télé, les séries. Je pense que tu es capable d'investir un peu de ton temps à, au pire, fouiller les spéciaux, regarder où est-ce que tu pourrais trouver ta viande le moins cher. Tu sais, ça te prendra pas toute ta vie, là. Mets-toi, genre, 1 ou 2 heures à feuilleter, justement, les sites Internet, les applications, les ci, les ça, pour te faire un plan que tu vas pouvoir suivre tout le temps de, OK, ben je sais que, mettons, ma viande, je peux l'acheter là, ça va être plus avantageux. Tu sais, OK, cette semaine, je vais regarder c'est quoi qui est en spécial pour prendre telle affaire. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment la pire pour faire l'épicerie, là. Je suis vraiment pas bonne pour... je ne sais pas comment je fais. Ça me coûte tout le temps vraiment cher. Puis, je suis allée avec Jessie, à un moment donné, faire l'épicerie. Je suis comme, mais j'ai l'impression que j'achète les mêmes affaires que toi, puis ça me coûte 2 fois le prix. Genre, j'étais allée avec elle, j'étais comme, mais ça nous a donc bien pas coûté cher. Puis, elle nous fait des meal prep fucked up avec ça. Fait que j'étais comme, je sais pas comment qu'elle a fait, mais elle a réussi. Fait que je suis comme, c'est possible de le faire, tu sais. Fait que quand tu veux vraiment, tu as tout le temps moyen de moyenner. Puis oui, c'est un effort à faire. Oui, c'est du temps à investir. Mais je veux dire, tu de l'investi dans ta santé. Tu veux faire quoi sinon? Oui, puis pour vrai, quand tu veux vraiment essayer de bien manger puis économiser, ça peut avoir l'air niaiseux, mais faire une coupe d'épicerie pour magasiner les deals, ça peut être une bonne option aussi. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, surtout, dépendamment de où tu habites, t'en as 3-4 dans le même rayon de 5 km. Là. Fait que c'est pas comme si, tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais là, le temps, le gaz, que non. » Ça te coûte pas 20$ de gaz de passer de IGA à métro généralement. Là. Non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dernièrement... Moi qui nomme les deux plus chers et les moins... Oui, c'est ça, j'allais dire, mais en tout cas... Mais c'est ça, tu sais, c'est drôle parce que dernièrement, justement, tu sais, vu que j'ai commencé mon plan plus strict avec Carl, là, en ce moment, je suis zéro cheat pour les premiers mois. Fait que j'ai investi évidemment plus dans mon épicerie en ce moment, ce qui est tout à fait normal. Fait que, tu sais, en ce moment, mon épicerie me coûte plus cher. Mais ça me coûte aussi beaucoup moins cher de resto en dehors de ça. Fait que ce que j'économise en termes de resto, je vais le réinvestir dans mon épicerie. Fait que finalement, soit je dois arriver kiff-kiff ou même que je dois peut-être économiser un petit peu parce que je veux pas, ça coûte cher les restos en ce moment. Ouais. Oui, puis tu sais, l'argument des gens, c'est tout le temps, oui, mais il faut vivre. Redéfinis c'est quoi ta vision de vivre. T'sais, comme on mentionnait, Carl, lui, il aime ça, son mode de vie. C'est ça qui le rend heureux. Moi aussi, moi, aller dans un resto en tant que tel, à moins que ce soit, tu sais, exemple, hier, j'ai eu un spectacle. Fait que, tu sais, j'étais comme, ça va être cool, souper, spectacle avec mon ami, parce que c'est une occasion. Mais aller au resto, pour moi, c'est pas une activité que j'aime faire. C'est pas le fun. Pour moi, personnellement, tu sais, il y en a... J'ai des amis, tu sais, on va reprendre Jessie comme exemple. Elle adore aller dans des restos parce qu'elle est foodie, elle aime ça, découvrir. Mais elle, c'est son vibe. Tu sais, elle va investir là-dedans. Moi, je vais investir dans des festivals. Pourquoi? Ben parce que j'aime ça, les shows EDM, les shows de... Mais c'est une question de choix à un moment donné. Tu sais, je vais pas voir un show à tous les 2 semaines non plus. Tu sais, fait que... C'est des choix que vous devez faire puis vous devez les assumer. T'sais, moi, mes choses sont alignées avec mes objectifs. Là. Ben, pas tout le temps parce que je me couche plus tard un petit peu. Mais je veux dire, ça arrive pas tout le temps. Puis quand je le fais, j'en suis consciente, etc. Fait que c'est le même principe. Si pour toi, vivre, c'est vraiment ça d'aller au resto, parfait. Mais
organise ton budget puis ta vie autour de, exemple, cette sortie-là que ça te tente vraiment de faire. Mais pour le reste, mettons, de ta semaine, essaye d'être le plus aligné possible avec les autres de tes objectifs. Fait que c'est vraiment de calculer c'est quoi tes priorités, en fait. Là. C'est juste une question de priorité. Là. Puis, je le répète encore, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, exact. C'est juste que, tu peux difficilement te plaindre que ton épicerie te coûte trop cher quand tu veux faire des choix un peu plus santé. Mais moi, c'est jamais des aller gens... au Starbucks 3-4 fois semaine, puis de payer je sais pas combien d'alcool, puis d'aller au resto 2-3 fois semaine, puis à un moment donné, oui, ça peut coûter plus cher facilement quand tu vas manger des affaires qui sont plus naturelles, moins transformées, etc. Mais t'investis plus dans ta santé aussi, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu payes pour ça, éventuellement. Puis 2, mais je veux dire, tu peux pas te plaindre que ça coûte cher si tu investis l'argent que tu pourrais mettre là-dedans dans quelque chose qui va complètement à l'encontre de ça. Là. Ben, c'est ça. Fait que ça s'adresse aux gens qui chiolent mais qui prennent pas les bonnes actions puis qui prennent pas responsabilité pour leurs choix qui ne sont pas alignés avec la personne qu'ils peuvent être. Et voilà. Ensuite de ça, est-ce que avoir des plus gros muscles veut toujours dire qu'on est plus fort? Ben, vraiment. Souvent, mais pas nécessairement. Fait que pas toujours, comme dit ChatGPT. J'ai l'impression que je lis un livre. Pas toujours, trait d'union, dit ChatGPT. Trait d'union? Ouais, c'est ça. Bien que les muscles plus gros aient le potentiel de générer plus de force, d'autres facteurs entrent en jeu. Voici quelques éléments à considérer. Donc, le type de fibre musculaire. La composition en fibres musculaires varie d'une personne à l'autre. Les fibres de type 2, donc les fibres qu'on dit rapides, sont plus adaptées à la force, tandis que les fibres de type 1, qu'on dit les fibres plus lentes, favorisent l'endurance. Technique et neuromusculaire. Donc, la force dépend aussi de la coordination des muscles, de la technique d'exécution des mouvements et de l'efficacité du système nerveux à activer les muscles. Finalement, entraînement spécifique des muscles plus gros ne garantissent pas une meilleure force à l'entraînement si l'entraînement ne cible pas spécifiquement cette capacité. L'entraînement en force et le développement musculaire sont souvent abordés différemment. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où, overall, c'était quand même une bonne réponse. J'aime beaucoup le facteur, il y a un gros component de coordination à l'entraînement. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, si, mettons, tu fais un exercice comme un squat, il y a un gros facteur coordination dans ton mouvement. Il faut que tu apprennes à bien faire le mouvement ensemble. C'est comme tu travailles avec plusieurs chaînes musculaires ensemble. Ouais. Fait que des exercices plus techniques comme ça, les exercices comme l'haltérophilie, genre des cleans, des snatchs, des affaires comme ça. Pas de commentaires sur le snatch, s'il te plaît. Jerk. Aussi. Tu sais, ce genre d'exercice-là, ça demande tellement de coordination que t'es pas obligé nécessairement d'être fucking massif pour être capable de lever plus lourd. T'as juste besoin de pratiquer ce mouvement spécifique-là puis de devenir bon à faire ce mouvement-là. Fait que, tu sais, mettons, un bodybuilder qui est ultra massif, peut-être qu'il sera jamais capable de lever ce qu'un haltérophile va être capable de lever sur un snatch, sur un clean and jerk, des affaires comme ça, parce que le mouvement est beaucoup plus technique puis il n'a jamais pratiqué cette technique-là. Fait qu'il y a un component spécifique à l'exercice aussi. En même temps, quelqu'un qui s'entraîne à plus haut volume, tirant plus haute répétition, le genre du 15-20 répétitions souvent, va devenir plus fort dans ce rep range-là. Mais quelqu'un qui s'entraîne, on sait que les gains en force sont généralement meilleurs quand tu fais moins de répétitions aussi. Fait que quelqu'un qui s'entraîne plus souvent dans du genre 6 reps-ish. En fait, c'est grosso modo, tu vas gagner de la force ou est-ce que tu pratiques de gagner de la force? Exact. Ça reste transférable jusqu'à certains niveaux, dépendamment. Mais il y a quand même des facteurs spécifiques. Puis plus la demande en termes de coordination est élevée dans un mouvement, plus ça va, plus ta force va être spécifique à ce mouvement-là. Moi, ce que j'aime que tu avais dit dans un autre podcast, un podcast. J'avais effectivement podcast. À un moment donné, c'était t'as pas nécessaire. C'est pas plus t'es gros, plus t'es fort, mais t'as quand même besoin. Mais ça aide quand même plus que t'as de masse musculaire à gagner de la force, mettons. C'était pas de même que tu l'avais dit, c'était vraiment mieux. Là. Ouais, mais en fait, j'avais probablement donné l'analogie à Christian Thibodeau que j'aimais beaucoup, où est-ce que lui disait, tu sais, mettons, avoir des plus gros muscles, c'est comme si t'avais, mettons, plus d'ouvriers dans ton usine. C'est ça. Mais être plus fort, c'est comme si chaque ouvrier était plus efficace. C'est ça. Fait que tu sais, t'auras beau avoir un fuck ton d'ouvriers dans ton usine, s'ils sont tous fucking paresseux. S'ils ont tous 2 doigts dans le nez. T'auras pas nécessairement de... Oui, ça va être un peu plus efficace parce qu'ils sont plus à se pogner le cul, mais au moins ils vont pouvoir le faire ensemble. Il y en a 2-3 là-dedans au moins qui travaillent un peu de temps en temps. C'est ça, mais si chaque petit ouvrier est plus efficace à faire ce qu'il fait, mais là, la productivité va vraiment grandir. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que tu peux être plus fort sans nécessairement être plus massif parce qu'il y a un gros facteur, 1, de coordination, mais 2,
Même principe qu'on parlait tantôt pour la perte de gras. Tu sais, mettons, t'entraîner va faire que tu vas être bulky, ce qui n'est pas le cas. Au même titre que justement, tu peux devenir plus fort sans nécessairement prendre la masse si t'es pas en surplus calorique non plus. Mais c'est ça, mais ça reste que prendre la masse musculaire peut grandement aider quand même à prendre la force. Ensuite de ça, on va déliter ça parce que ça, c'est rendu dans le chemin. Ensuite de ça, qu'est-ce qui serait priorisant entre le cardio et la muscu? C'est pas clair pour moi encore pourquoi c'est un and/or. C'est comme on fait-tu un ou on fait-tu l'autre? Selon moi, on devrait faire les deux. Mais ça dépend de tes objectifs sur lequel tu vas prioriser. Là. C'est un choix personnel, là, dépendamment de tes objectifs. Là, selon moi, c'est que ça devrait être de faire les deux dans le sens où même si ton objectif numéro 1, c'est le bodybuilding puis d'être le plus gros humain au monde. Non, mais Simon, si tu t'en vas courir un marathon, c'est pas le temps d'aller faire du leg extension. Tu comprends? Tu peux en faire, mais tu vas pas prioriser ton entraînement de ça. D'où si, mettons, tu vas être un bodybuilder, tu vas être l'humain le plus gros au monde, c'est quand même pertinent de faire un peu de cardio. Pour santé générale cardiovasculaire. Mais 2, parce que quand même, t'entraîner a quand même un component cardiovasculaire. Là, si tu fais... des squats, c'est cardio. Du split squat, c'est cardio. Exact. Fait, si tu as un meilleur cardio, tu vas être capable de récupérer de ça un petit peu plus rapidement. Mais à l'inverse aussi, mettons que tu veux être un marathonien, tu veux faire un Ironman, whatever, c'est sûr que tu vas prioriser ton cardio, mais tu aurais quand même avantage à faire au moins un petit peu de musculation pour limiter les risques de blessures, supporter les masses musculaires qui vont travailler le plus dans ces entraînements-là. Mais c'est pour ça que j'ai dit ta priorité va dépendre de ce que tu veux faire. Mais tu devrais, selon moi aussi, faire un peu de tout. Exact. Parce que tu as des avantages pour ta santé. Dans les deux cas. Dans le cardio, c'est bon pour ta santé. La muscu, c'est bon pour ta santé. Ouais. Tu as des bénéfices de un dans l'autre. Peu importe. C'est juste que, comme je mentionnais, dépendamment de ce que tu fais, si toi, ton but, c'est de courir un marathon, ben je vais prioriser le cardio. T'sais. On va faire de la muscu, mais on fera pas exprès de te faire le même workout que le bodybuilder. Et à l'inverse, si ton but, c'est d'aller à Olympia, on va te garder un peu de cardio, mais on va prioriser ta muscu. Oui, puis je te ferai pas courir 42 km, là. Arc, j'espère. 42 km. Shout-out à mes clients qui aiment ça courir. Ouais, c'est ça. Non, mais au contraire, les marathoniens mangent tellement de bouffe parce que leur dépense énergétique est comme through the roof. Non, mais juste parce que j'ai fait arc à 42 km. Ouais, exact. Fait que c'est ça, ChatGPT nous dit le choix entre le cardio et la musculation dépend vraiment de tes objectifs personnels. Voici quelques points à considérer. Donc, objectif de perte de poids, si ton objectif principal est la perte de poids, une combinaison des deux est souvent la meilleure approche. Le cardio aide à brûler des calories, tandis que la musculation augmente la masse musculaire, ce qui peut accroître ton métabolisme au repos. Développement musculaire, si tu souhaites gagner en force ou en masse musculaire, il est préférable de prioriser la musculation. Et ça spécifie prioriser et non seulement choisir. La musculation, ça te permettra de mieux développer tes muscles. Santé cardiovasculaire, si l'amélioration de ta condition cardiaque est une priorité, alors cardio devrait être mis en avant. Et équilibre, pour avoir une santé générale optimale, intégrer les deux dans ta routine est l'idéal. Ça permet de travailler à la fois l'endurance et la force. Bravo, Chat. Ouais, Chat s'en sort bien, pour vrai. Je suis quand même impressionné. Ensuite de ça, est-ce qu'il est possible de plus définir ses muscles? Tu sais, le fameux, justement, je veux tone, je veux être tonifié, je veux découper, whatever. C'est quelque chose qu'on entend surtout les filles dire, je pense, là. Je veux être tonifié. Ben, le mot, je veux me tonifier, il veut pas dire grand-chose. Là, on comprend. On a l'image, mettons, quand quelqu'un prononce ces mots-là, mais tu peux, dans le sens que faut que tu bâtisses la masse musculaire puis qu'après ça, tu tiennes quand même ligne. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est une affaire qu'on entendait peut-être plus avant, mais que j'entends encore de temps en temps, là, justement, le fameux genre... Je veux juste être tonifié. Mais je veux juste être tonifié, mais le mettons, je fais plus de reps pour bâtir de la masse, je fais moins de reps pour bâtir de la masse, je fais plus de reps pour tonifier, genre. Là. Ouais, non. Le fameux mythe que j'espère qu'il t'offrira pas encore trop longtemps. Ouais. Fait que le chat nous dit, oui, il est possible de définir tes muscles et ça implique généralement 2 éléments clés, la réduction du taux de graisse corporelle et le renforcement musculaire. Voici quelques conseils. Fait que niveau nutrition, avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, légumes et grains entiers. Ah, c'est drôle, ChatGPT ne promote pas la keto. Je suis crampée. Donc voilà, tout en maintenant un léger déficit calorique, peut t'aider à perdre de la graisse tout en préservant ta masse musculaire. Entraînement à résistance. Continue de faire de la musculation pour renforcer tes muscles. L'entraînement avec des poids lourds et des répétitions modérées peut favoriser la définition. Ça va juste favoriser le maintien, voire le développement de masse musculaire, puis c'est ton déficit calorique qui va favoriser le fait que ça va se définir un peu plus. Cardio. Intégrer du cardio, surtout des séances à haute intensité, peut aider à brûler des calories et à réduire la graisse corporelle. Et finalement, hydratation et sommeil, ça l'a même inclus, j'aime ça. Ne néglige pas l'importance de rester hydraté et d'avoir un sommeil de qualité, car il joue un rôle crucial dans la récupération et la gestion du poids. 100%. 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
Bravo, chat. Bravo, chat. J'avais vu, je me souviens pas des détails, mais tu l'as probablement vu aussi, là, il y avait une étude où est-ce qu'il avait regardé... Non, je lis jamais ça des études. Non, je le sais. Je m'en crise la science. Mon opinion est beaucoup plus importante. Mais c'est ça, il y avait eu une étude qui avait regardé, je pense que c'était les gens qui dormaient 5 heures par nuit versus les gens qui dormaient 8 heures par nuit avec le même déficit calorique, puis qui avait trouvé que les gens qui dormaient 5 heures par nuit perdaient moins de body fat, mais plus de masse musculaire à travers leur déficit calorique. Fait que, guys, on varge pas là-dessus juste pour le fun de varger là-dessus parce qu'on voulait se trouver une victime. Là. Comme le sommeil, c'est important. Que ça soit pour votre énergie, que ça soit pour votre, avoir des meilleures performances. Mais c'est le processus par lequel ton corps régénère toutes tes cellules, puis j'en récupère, puis c'est comme un gros reset à chaque nuit. Fait que c'est sûr que si tu y coupes son reset, ça se pourrait que tu n'aies pas le même résultat. Ben, c'est ça. Fait que voilà, fait que votre sommeil est vraiment à récupérer. Puis justement, j'en ai parlé avec une cliente en début de semaine où est-ce qu'elle me disait qu'elle avait une moyenne de genre 5 heures de sommeil. Là. Fait que j'étais comme, on va tranquillement, graduellement, essayer d'augmenter ça. Je suis pas en train de dire, tu te couches à minuit, couche-toi à 9 heures demain. Là. Faut qu'on y aille tranquillement. Là. De toute façon, elle serait probablement juste pas capable. C'est d'habitude de se coucher à minuit. T'as fait pas dormir pendant 3 jours. Si bois. Elle va se coucher en estime. Passer 2-3 nuits blanches, là, fais-moi confiance, va dormir. Fais-moi confiance, va dormir. On va te casser, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, fait que justement, tu sais, le dormir. Le dormeil. Le dormeil! J'allais dire dormir et le sommeil. Le sommeil. Fait que le sommeil, donc dormir, va être super important dans l'objectif de perte de gras, mais en fait, va être super important. Dans ton objectif de vivre plus longtemps, de vivre en santé, de récupérer, d'avoir des fonctions cognitives optimales, neuroprotection, blablabla, toutes ces niaiseries-là. Là. C'est ça. Puis honnêtement, là, les gens, souvent, mettons, vont être relativement assidus sur le plan d'entraînement. Souvent, ceux qui vont l'être, il y en a quand même plusieurs qui vont l'être niveau alimentation aussi, sauf que ça va dormir 5-6 heures par nuit, puis ça va être ultra stressé, puis ça va se demander pourquoi ça a de la difficulté à avoir des résultats. Ben ça, c'est la raison. À un moment donné, il faut que tu travailles ça. Puis c'est drôle parce que j'ai une de mes clientes en ce moment, ça faisait une couple de mois qu'on était dans ce qu'on pensait qu'il allait être un déficit calorique, puis finalement, son poids était relativement stable, mais fucking stressé en ce moment. Fait que j'ai fait comme, OK, regarde, on va te donner un break pour une couple de mois. On va dire fuck le déficit calorique, on va remonter tes calories, on va couper ton cardio, on va juste te permettre de récupérer peut-être un peu plus, puis on va voir ce que ça donne. Finalement, Chris a aligné ce mois-ci. On lui a donné genre 300 calories de plus, on a coupé son cardio de moitié, puis elle a aligné ce mois-ci. T'sais. Tu comprends quand je dis mon argument de je n'aime pas toujours le déficit calorique? Non, mais dans le sens, moi, mon argument, c'était pas, tu sais, que tu le veuilles ou non, pour perdre du gras, ça va te prendre un déficit calorique. C'est juste que la solution à perdre du poids n'est pas toujours de couper les calories. Il faut faire la différence entre les deux. Parce que c'est physiquement impossible de perdre du gras en étant en surplus calorique. Ceci dit, c'est pas parce que ton objectif, c'est de perdre du gras que la solution est toujours de couper les calories non plus. C'est ça qui a l'air contre-intuitif. Parce que les gens entendent « faut que tu brûles plus de calories que tu en consommes si tu veux perdre du gras », puis ils sont comme « bon, ben la solution, ça va être de toujours couper les calories ». Mais non, pas nécessairement. Parce que des fois, ça c'est une affaire qu'on a déjà mentionnée aussi, une affaire que les gens réalisent pas des fois, c'est qu'en donnant plus de calories, tu te mets à brûler plus de calories aussi. Parce que tu récupères mieux, tu as des meilleurs workouts, tu bouges plus en général. Fait que juste ça, inconsciemment, fait en sorte que tu vas brûler plus de calories. C'est niaiseux, mais manger plus fait en sorte qu'il y a une plus grande... Tu vas avoir une plus grande... ce qu'on appelle l'effet thermogénique de la nourriture, finalement. Là. Fait que tu brûles une partie des calories que tu vas ingérer juste pour les assimiler, finalement. Fait que t'as un plus grand apport calorique, fait que des fois, tu vas brûler un petit peu plus de calories pour ça. Fait que des fois, ça a l'air contre-intuitif, mais monter les calories peut finalement te faire perdre plus de gras. Réduction du stress aussi, et donc réduction des processus de survie que ton corps enclenche lorsqu'il manque de nutriments. Ça aussi, ça aide beaucoup. C'est pourquoi on tape beaucoup sur le stress et le sommeil, parce que c'est pas mal les réactions enzymatiques et les réactions hormonales les plus importantes dans ton corps qui font en sorte que c'est pas parce que tu manges 1000 calories par jour que tu vas être capable de perdre du gras. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, tu ne pourras jamais éviter un déficit calorique si tu veux perdre du gras, spécifiquement. Mais la façon dont tu y arrives... la façon dont tu vas arriver à ton déficit calorique peut être différente pour beaucoup de gens. C'est pas aussi simple que juste couper les calories. Et ton déficit est souvent beaucoup plus haut que ce que tu penses. Ouais, exact. Fait que voilà, hey, on a fait le tour de nos 10 questions de chat GPT. Honnêtement, j'ai été quand même agréablement surpris. Moi, j'adore chat.
Faudrait qu'on essaye d'en refaire un autre, mais avec des questions plus poussées, plus Moi, nuancées. Ce que je dis, c'est que le prochain qu'on fait, on lui demande de créer des plans d'entraînement pour des objectifs spécifiques, puis on regarde qu'est-ce qu'il donne, puis on analyse les plans qu'il fait. Ça pourrait être cool. Puis des plans alimentaires, on pourrait faire ça aussi. Ouais, ça pourrait être vraiment cool. OK. Ouais. Droppez-nous. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis que vous avez envie qu'on analyse certaines affaires plus spécifiques, laissez-nous-les en commentaire, envoyez-nous en DM. Envoyez-les-nous en DM. Shoot DM, OK? Bon. Slidez des DM. Voilà. Oui! Fait que c'est ça. Fait que s'il y avait des affaires plus spécifiques que vous auriez aimé qu'on regarde avec chat, vous nous le direz. Si vous voulez des suppléments NIH. Plus fort. Si vous voulez des suppléments. Wow. Il y a du monde qui ont des écouteurs qui viennent de jumper. Des suppléments NIH, www.nihsup avec 2p.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes. Sinon, ils sont aussi disponibles chez Shop Santé maintenant. Si vous avez des questions concernant les produits, vous pouvez écrire directement à la page Instagram de NIH Supplément. Ils répondent super rapidement. Là, le service à la clientèle est excellent. Ne vous gênez pas de grâce. Sinon, vous pouvez toujours, encore une fois, slider dans les DM à Simon et moi si vous hésitez à acheter certains produits que vous n'êtes pas sûr. Est-ce que lui serait meilleur que lui? Est-ce que telle formule est faite pour moi? Bien entendu, on ne peut pas évaluer votre situation de long en large, mais on peut quand même vous indiquer les effets de un versus l'autre qui peuvent vous aider à faire un choix plus éclairé. Encore une fois, il y a quand même des gens qui nous payent pour qu'on les coach, fait qu'on ne fera pas des consultations complètes. Exact. Mais si vous avez des questions, reste que quand même, tu sais, penses-tu que, mettons, je serais mieux avec le pré-biofib ou le gut restore parce que j'ai telle affaire? C'est quoi les différences entre les deux? Ça nous fait vraiment plaisir d'aider Mathieu et Mélo à répondre aux questions. Oui, exact. Puis c'est ça, tu sais, des questions ultra spécifiques, là, à un moment donné, prenez-vous une consultation, là, mais tu sais, j'ai du monde qui m'écrit des fois, le Herbal Night, le Restful, c'est quoi la différence, lequel tu penses entre les serait deux, mieux pour ça. moi? C'est ça, fait que, tu sais, mettons, Je peux pas dire pour toi c'est quoi qui est le mieux, mais je peux t'expliquer la différence entre les deux, puis tu c'est choisis. ça, mais tu sais, comme il y a une fille qui est dans mes groupes en ligne pour les filles, obviously parce que c'est une fille, qui m'avait écrit pour me demander justement la différence entre les deux, puis j'étais comme, OK, ben tu sais, c'est à peu près ça, tu sais, toi, ça a l'air de quoi? Puis elle était comme, tu sais, mettons, ça fait-tu avec les anxiolytiques? J'étais comme, OK, ben là, Restful, moins, vas-y plus avec le Herbal Night dans ce cas-là, tu sais, fait que c'est le genre d'affaires que, tu sais, sur ce genre d'affaires-là, on peut vous aider, mais c'est ça, c'est des affaires ultra spécifiques, mais là, honnêtement, prenez-vous... Les anti-anxiolytiques. C'est ça. Fait que voilà, fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis si jamais, encore une fois, il y avait d'autres affaires comme ça, style ChatGPT ou... tu sais, ça, c'était une idée d'un client, puis on l'avait trouvé super intéressante. Ouais. Fait que si jamais vous avez d'autres idées comme ça, des affaires qu'on n'a pas encore faites qui pourraient être cool, shootez-nous-les, on est super ouverts. Pour vrai, on essaie encore de trouver des nouveaux invités, mais des fois, on a l'impression qu'on passe les mêmes sujets souvent, là. Fait que... Qu'est-ce qu'on se répète? Fait que si jamais il y avait des idées innovatrices comme ça que vous avez, ouais, innovatrices, farfelues. Moi, personnellement, j'avais vraiment aimé faire le podcast des questions philosophiques, fait qu'on en refera d'autres parce que pour mon plaisir personnel, je trouve ça le fun. Ouais, vous nous direz si vous avez aimé ça. Pour nous autres, c'est sorti il y a 2 jours, fait qu'on n'a pas encore beaucoup de feedback, mais si vous avez aimé ça, on pourra en faire d'autres. C'est ça, fait que de parler vraiment n'importe quoi, parce qu'effectivement, des fois, je suis un peu morte par en dedans à répéter les mêmes affaires. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.